Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui M. Bamba Mori-Ferré. Il est président du RPCI, le Rassemblement du Peuple de Côte d'Ivoire. Il a été le président de la coalition du non au dernier référendum intervenu dans son pays. M. Mori-Ferré, merci d'être toujours en notre compagnie. Merci. Certains Ivoiriens estiment que l'opposition s'est fait prendre à son propre piège en demandant aux populations de ne pas sortir le jour du référendum. Aujourd'hui, on a une constitution, qu'elle soit votée à 100% ou à 10%, comme vous le dites, d'une manière ou d'une autre, on a une constitution. Est-ce que le mieux n'aurait pas été de demander aux gens de sortir massivement et de voter non, par exemple? C'était notre première option. C'est d'ailleurs pour cela que la dénomination de notre coalition, c'est la coalition du non. Nous étions convaincus que les Ivoiriens voteraient massivement non. Mais simplement, M. Alassane Ouattara, ayant vu que la population risquait de le désavouer massivement, a changé les règles du jeu. À savoir, il a imposé le bulletin double en lieu et place du bulletin unique. Et comme vous le savez, depuis l'an 2000, le bulletin unique et les urnes transparentes font partie des acquis fondamentaux de notre peuple, qu'il s'agisse de la coalition des partis de la gauche démocratique de 1990 ou du Front républicain de 1995, auquel appartenait le parti de Ouattara. Dès lors que M. Ouattara a mis en cause le bulletin double, nous ne pouvions pas passer au-delà de ce principe. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle nous saisissons la haute cour de justice de la CEDEAO qui dispose qu'on ne peut pas modifier les conditions électorales. Vous êtes d'accord avec moi que plusieurs États, dans beaucoup d'autres pays, on a saisi cette haute cour de justice-là qui a rendu des arrêts que les États n'ont souvent pas respectés. Oui, mais si un État se met en contradiction avec la légalité internationale, mais notre peuple avisera. Je vais revenir à l'histoire du bulletin unique. Vous voulez dire que le bulletin unique, c'était pour éviter les cas de corruption et de fraude. Tout à fait. Vous pensez que, ce faisant, même s'il y a double bulletin, on ne peut pas demander aux gens de sortir, d'aller voter quand même? Non, nous ne pouvions pas le faire parce qu'il s'agit d'un principe cardinal. Il s'agit d'un des aspects importants de notre principe démocratique. Et nous ne pouvions pas l'accepter. Et c'est pour ça que nous sommes fondés aujourd'hui à estimer que M. Alassane Ouattara est le fossoyeur de la démocratie ivoirienne. Il vient de perpétrer ce que nous appelons un coup d'État constitutionnel. Mais vous saviez quand même que, quel que soit le taux de participation, si le non l'emportait ou si le oui l'emportait, ce sera définitif. Ça s'impose à tout le monde, bien entendu. Ça s'impose à tout le monde, mais vous savez... Si on veut être légaliste jusqu'au bout... Il y a la légalité et la légitimité. Dans un État comme la Côte d'Ivoire, lorsque vous n'avez pas la légitimité, eh bien, nous allons nous battre jusqu'à l'abrogation de cette constitution. Mais certains observateurs estiment que les opposants ivoiriens se focalisent sur ce qui n'est pas très important et que le plus important aurait été le processus de réconciliation. Quelle que soit la constitution, est-ce qu'on ne pourrait pas accompagner le mouvement de réconciliation, quitte à ce que si les Ivoiriens sont vraiment réconciliés entre eux, on verra la constitution plus tard, non? Mais M. Alassane Ouattara n'est pas pour la réconciliation des Ivoiriens, il vient de le démontrer. Depuis qu'il est au pouvoir, ça fait 6 ans maintenant, les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Alors que la tâche importante aujourd'hui, c'est la réconciliation. Et c'est dans un but de réconciliation que nous refusons cette constitution. Parce qu'il sait, en son fort intérieur, que de façon massive, les Ivoiriens sont contre cette constitution. Il sait qu'aujourd'hui, il y a de nombreux Ivoiriens en exil, d'autres sont en prison. Est-ce que les conditions sont idoines pour aller vers une nouvelle constitution qui est encore plus confligène que la constitution du 1er août 2000. La position que nous prenons aujourd'hui, c'est la défense de la démocratie. Ce qui est sûr, est-ce que cette constitution, elle exclut encore, comme dans le cas de l'autre constitution, des franges de la population qui, demain, pouvaient revendiquer cela et ça va aboutir à une autre crise? Plus grave et plus confligène. Sur quel point? Sur le point de la démocratie, sur le point de la dévolution du pouvoir. Parce qu'en réalité, en le faisant, ce que veut faire M. Ouattara, il l'a dit, c'est assurer sa succession. Mais contre la démocratie. Mais quand vous dites qu'il veut assurer sa succession, je ne suis pas sûr que les téléspectateurs comprennent. Mais je vais l'expliquer. Je vous en prie. Il y a la nomination d'un vice-président, ce qui suppose que ce vice-président serait élu éventuellement en ticket en 2020. Mais lui, il s'octroie la possibilité de le nommer tout de suite pour qu'il prenne une option sur le pouvoir.
parce qu'à ce moment-là, il serait déjà en fonction. Et comme dans le même temps, M. Ouattara prévoit de dissoudre la commission électorale indépendante et de confier l'organisation des élections au ministre de l'Intérieur, ce qui veut dire que ce vice-président demain, qui sera en fonction, va se faire autoproclamer président de la République. Mais vous allez voir, ça va être une crise extraordinaire. Attention, ce n'est pas un procès d'intention. Ah oui, mais c'est le cas. La question de M. Ouattara, c'est la question fondamentale de la dévolution du pouvoir. M. Moïse, est-ce qu'il y aura élection ou pas? Mais 2020, est-ce qu'il y aura élection? Mais les institutions sont en train d'être sabordées. C'est-à-dire que s'il y a des élections par un vice-président qui est déjà en place, qui nomme son ministre de l'Intérieur pour se faire autoproclamer, mais il y aura les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais les électeurs ne sont pas bêtes, le peuple ivoirien n'est pas bête, c'est le peuple ivoirien qui va mettre le bulletin dans l'urne. Non, mais c'est pas la question, parce que lorsque vous fossoyez la démocratie au départ, le peuple ivoirien va se révolter, évidemment, il ne l'acceptera pas. Et c'est qui va créer l'instabilité. C'est ça que nous ne voulons pas. Donc vous n'attendez même pas de voir le profil de celui qui sera nommé vice-président. Mais nous n'avons pas besoin. Le peuple ivoirien est assez mûr demain pour se donner le dirigeant de son choix. Regardez par exemple, pourquoi M. Ouattara veut-il créer un Sénat et nommer le tiers des sénateurs? C'est-à-dire, nommer le tiers des sénateurs, c'est complètement antidémocratique et c'est contraire à la séparation des pouvoirs. Parce qu'en tant que président de l'exécutif, comment pouvez-vous comprendre qu'il nomme le tiers des parlementaires? Donc, vous n'êtes pas contre le Sénat en lui-même, c'est le mode de désignation de ses membres que vous condamnez. Mais la question du Sénat pose un autre problème. Vous savez, aujourd'hui, les fonctionnaires sont en grève pour leur retraite. Il y a de gros problèmes sociaux aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et comment comprendre que dans ce temps-là, M. Ouattara crée une inflation d'institutions? Je vous donne un exemple. Cela va demander 7 milliards de budget de fonctionnement pour ces institutions. C'est une institution budgétivore. Ce sont des institutions budgétivores. Alors, M. Moïse Ferré, pour les dernières minutes de cette émission, quelle est l'issue de sortie de cette crise? De retirer cette constitution. Ce n'est plus d'actualité, ça. Il a intérêt à le faire, parce que le peuple ne veut pas de cette constitution. Mais vous parlez au nom du peuple. Je parle au nom du peuple, parce que le peuple... Vous parlez au nom du peuple, vous n'avez pas fait un référendum pour savoir qu'est-ce que le peuple veut vraiment. Le peuple l'a déjà montré par le désert électoral que nous avons constaté le 30 mai. Le peuple l'a déjà montré par sa mobilisation massive lors des manifestations, des meetings que nous avons organisés et des marches que nous avons organisées. Monsieur Moïse Ferré, les choses ont évolué, bien entendu, parce que hier, on était encore à un projet de référendum. Aujourd'hui, le référendum a eu lieu. On a maintenant une nouvelle constitution. C'est ça. Est-ce que vous n'allez pas revoir vos exigences? Mais nous ne pouvons pas revoir. Parce que vous exigez une et une seule chose. On ne peut pas aller à une négociation, par exemple, si négociation il y a, avec un seul point et exiger que ce soit respecté. Il va falloir que vous revoyez un peu les choses à votre niveau aussi, non? Non, mais c'est pour le président de la République qui doit revoir les choses. Il est, en son âme et conscience, il sait que cette constitution n'est pas acceptée par une grande majorité des Ivoiriens. Et pour la paix sociale, il doit revenir en arrière. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va instaurer un régime autoritaire en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va tenter d'instaurer une dictature en Côte d'Ivoire. Quel est l'acte que vous attendez du président Alassane Ouattara qui vous aurait permis de dire que effectivement nous évoluons vers la réconciliation et que les Ivoiriens sont en train de se réconcilier entre eux? Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en exil. Et je vous informe également que de nombreux Ivoiriens sont en prison sans jugement. Je donne l'exemple des personnalités comme le docteur Assoa Adou et Hubert Oulaï, qui sont en prison simplement parce qu'ils ont tenté d'organiser un congrès à Maman, sans jugement. Mais c'est très grave. J'espère que vous avez eu accès au dossier de ceux dont vous citez les noms, parce que si on ne connaît pas le dossier, il va falloir savoir de manière très claire ou de manière officielle ce qu'on leur reproche, parce que la détention provisoire existe aussi. C'est peut-être le cas. Vous et moi, on sait peut-être pas. Détention provisoire, c'est-à-dire que les gens veulent organiser un congrès, on va les arrêter et après on cherche les charges. On ne sait pas quel est le chef d'accusation. Mais le chef d'accusation, mais il faut les juger, ou il faut les libérer. Peut-être qu'il y a d'autres chefs d'accusation, hein. On ne sait jamais. On attend de voir le dossier. En tout état de cause, il y a de nombreux exilés. Et aujourd'hui, on ne peut pas créer un autre point de friction qui est la Constitution. M. Ouattara est en train d'accumuler les problèmes. Au lieu de réconcilier, il est en train d'aggraver la situation d'instabilité en Côte d'Ivoire. Vous avez déposé un recours au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Peut-être
que la solution viendra de là-bas. J'espère. Et je suis convaincu en tout cas que la CEDEAO nous donnera gain de cause parce que nous nous fondons effectivement sur le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la gouvernance dont les dispositions sont très claires et qui ont été violées par le régime de M. Ouattara. Et si raison vous était donnée et que cette raison-là soit respectée par tout le monde? Absolument. Merci. Je rappelle que vous êtes enseignant, professeur d'université, et également président du RPCI, le Rassemblement du Peuple de Côte d'Ivoire, et président de la coalition du non au dernier référendum intervenu dans votre pays. On se reverra, la situation peut-être va évoluer. On souhaite que ce soit tel que les Ivoiriens auraient préféré. Et on reviendra sur ce plateau. Je vous remercie. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, ce soit tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre numéro. À bientôt.